Madame, Messieurs, le reste du corps de Patrice Emery Lumumba, le héros national, le tout Premier ministre de la République démocratique du Congo est déjà à Kinshasa depuis ce mercredi après les hommages et la restitution en Belgique et puis la résolution du troisième conclave des chefs d'État de l'Afrique de l'Est tenu à Nairobi au Kenya au sujet de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Des questions sont soulevées à ces sujets. Madame, Messieurs, voilà les deux sujets que nous allons analyser ce soir à travers votre magazine Au-delà de l'actualité. Bonsoir, nous recevons Monsieur Hugues Israël Bwen. Il est chercheur indépendant en relations internationales, il est analyste politique, il fait son master sur le management public à l'Université francophone de Bulgarie. Bonsoir, Monsieur Bwen. Bonsoir, Madame Gisèle Etoko. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour la première fois que vous participez à notre magazine Au-delà de l'actualité. C'est plutôt à moi de vous remercier pour l'occasion que vous me donnez pour partager avec notre population sur des questions brûlantes d'actualité. Alors, la relique de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, après les hommages en Belgique, dans quel état d'esprit vous accueillez, vous personnellement, vous n'avez pas parlé de la population quinoise ou congolaise, ce reste du corps du tout premier ministre de la République démocratique du Congo? Merci, je pense que cette question, elle tombe à point nommé. Je pense que je dirais, s'il faut parler comme un Africain, la relique de Lumumba restituée à la famille avec tout ce qui s'est passé. Vous savez que ça s'inscrit, si vous voulez, depuis un temps dans le schéma que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé, c'est-à-dire la réconciliation historique entre nous et la Belgique. Nous sommes entrés sur une voie de paix. Vous savez que depuis un certain moment, entre la République démocratique du Congo et la Belgique, les relations étaient tumultueuses. D'un côté, il y avait un camp qui pensait que, et je parle ici de certains politiciens congolais, si pas parler du régime précédent, et le Belge était le paternaliste avec tous les crimes qu'ils ont commis au Congo. Il faille à tout prix se séparer et qu'on le traite de choses en distance. Et je vois aujourd'hui avec l'actuel chef de l'État qui, désormais, a voulu que l'on puisse se réconcilier en dépit de tout ce qui s'est passé, donc dans le souci de voir comment construire un avenir radieux entre les deux pays. Et c'est en prélude de cette visite de 7 jours, si je m'abuse, 6 jours du roi belge qui était venu, parce que nous rentrons dans une phase qu'on appelle de la reconstitution de la mémoire historique de notre pays. Et Lumumba, vous savez que Lumumba est l'icône, c'est lui notre héros national qui a donné de sa vie afin que le Congo soit indépendant et libre. Je crois qu'il s'inscrit quasiment dans la même ligne, si pas la même lignée, que le Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les gens qui ont milité pour une Afrique libre et indépendante, dépourvue de toute velléité colonialiste. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase où on est en train de restituer les reliques, la relique de Lumumba, et qui a précédé avec la venue d'un masque symbolique que le roi belge avait remis au président de la République officiellement. C'est que j'ai reçu cette nouvelle avec on va dire, avec un sentiment mitigé. D'abord, pourquoi? Parce que vous savez que cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez suivi même la fille au feu Patrice Emery Lumumba lorsqu'elle a pris la parole. Elle dit son papa est décédé dans des conditions ignobles. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas là où il a été assassiné, le lieu. Et bizarrement, on nous restitue une dent. Donc, il faut que justice soit rendue. Et c'est comme ça qu'elle a présenté la situation. Je pense que, en voyant les choses de cette façon-là, je pense que ça voudrait justement signifier qu'il faut à un moment donné qu'on arrive, comme vous l'avez fait allusion, c'est ça en fait le contentieux belgo-congolais, comment on peut maintenant passer à l'étape suivante, au stade suivant qui est celui des réparations, comment on doit réparer ce qui vient de se passer, les dommages. Alors, je pense, au-delà de tout cela, c'est quand même un geste louable.
Les gens disaient... purement africain. Bon, pour les Africains, ça permettra quand même à la famille de faire un deuil, et désormais, et puis ça permettra également aux Congolais d'avoir sous leur sol la don, si vous voulez, et qui est très symbolique et significative pour les Africains. Je pense que pour le Congolais, je pense que quand même, au-delà de tout ce qu'il y a eu, au-delà des péripéties historiques, au-delà de tous ces troubles qui laissent encore à désirer, parce que vous le savez qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme, et il faut vraiment pas couper cette page de l'histoire de la République démocratique du Congo, mais on doit regarder maintenant au-delà de cela. C'est comme ça que je disais par rapport à la réparation, je crois à la Cour internationale des droits de l'homme, qui est une branche de la Cour pénale internationale, devra se saisir de la question pour voir dans quelle mesure nous pouvons être justement indemnisés par rapport à tous les dégâts. Mais je suggère, dans le cadre maintenant de la reprise des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique, par rapport à la venue de cette relique, pourquoi pas construire, la Belgique peut financer, toujours dans le cadre de la réparation à l'amiable, la Belgique peut financer le projet de la ville qu'on appelle la ville de Lumumba au Sankourou. La Belgique peut mettre les moyens techniques et financiers pour construire cette ville-là. On peut bâtir symboliquement une ville à Sankourou au sens de la réparation historique par rapport à tous les dégâts qu'il y a eu. Ça suffit. Non, je ne pense pas que ça suffit, mais symboliquement, on peut partir sous ces bases-là. Parce qu'en réalité, même si on nous donnait 100 000 milliards de dollars, ça n'arriverait pas à étancher la soif de justice que les Congolais ils connaissent par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais néanmoins, ces gestes seraient symboliques. Et ça sera un signe fort, un signal fort pour partir sur de nouvelles bases. Donc je crois, si possibilité serait que le gouvernement congolais, à travers le ministre des Affaires étrangères, s'il y a une politique à mettre en œuvre, que l'on voie comment la Belgique peut aider à construire la ville de Lumumba au Sankourou, et que cette ville soit dotée des infrastructures qu'on appelle de base, les écoles, les hôpitaux, le logement. Donc comme ça, afin que les gens, quand quelqu'un visite le Congo, il passe par là, il dit, bon tiens, ici nous avons quand même un lieu historique qui trace un peu le parcours. Mais au-delà du fait que vous saluez les retours d'une partie du corps de Lumumba, il y a certaines personnes, certaines voix qui s'élèvent pour s'interroger au sujet des millions de dollars déboursés par le gouvernement pour ces obstacles, au moment où, à l'Est, il y a des morts, des milliers de morts qui passent sous silence. Bon. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Non, madame, je crois que la gestion de la République n'est pas une affaire d'émotions et d'état d'âme. Et certaines franges de l'opinion pourraient avoir raison de penser comme elles pensent, mais je crois que c'est symbolique et significatif, je l'ai dit tantôt. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est extravagant le budget qui soit mis en place pour l'accueil, pour organiser tout ça, pour cette cérémonie. Mais symboliquement, Lumumba, vous savez, beaucoup de gens ne savent pas. Si nous voulons réellement repartir sur de nouvelles bases, comme Mabika Kalanda l'a dit dans son ouvrage sur la remise en question, base de la décolonisation mentale, il faut que l'on replace les martyrs. On replace les martyrs, les gens qui ont versé de leur sang pour que ce pays soit libre, qu'on le replace sur la première scène. Et cet acte, vous savez, Lumumba a des cités à tout un lieu en Russie, au Caire, en Égypte ici. Donc Lumumba n'est pas n'importe qui. Vous pouvez imaginer pendant plusieurs années, Saddam, les gens prennent ça un peu avec beaucoup de moquerie, c'est juste là-dedans, mais c'est significatif. Je ne vois pas pourquoi, si le gouvernement congolais voudrait réserver un accueil digne au rang de ses premiers ministres héros, au même titre que Kwame Nkrumah, au même titre que Nelson Mandela, pour l'Afrique et pour le monde, je ne vois pas pourquoi ça pourrait susciter autant de mépris au niveau de l'opinion, parce qu'on aurait déboursé je ne sais combien. En tout cas, à mon avis, je pense que l'État congolais doit aller dans ce sens pour que justement, que nous donnons à Lumumba la place qu'il mérite. Je crois que ça pourrait également, je pense que cet élan pourrait également susciter un regain d'espoir pour voir comment on peut construire un avenir. Alors, quand vous parlez de retracer nos martyrs, il y a ceux qui étaient aux côtés de Lumumba. Oui,
Mpolo Okito. Il faudrait aussi des obsèques pour J'ai vu le président de la République via la chancellerie. On a reconnu Mpolo Okito au rang des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba. C'est déjà un signal fort. Madame, le pays dans le monde, le pays que vous connaissez, le pays puissant, c'est même symboliquement, quand vous prenez le billet de dollar, vous voyez, il y a le président américain qui ont fait naître ces pays dans le standard de puissance, dans l'orbite de puissance. Ils sont dans le billet de banque. Le pays est travaillé le pays où les nations sont basées sur le symbole. Les symboles sont des éléments importants qui forgent, si vous voulez, la conscience patriotique. Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. C'est la raison même pour laquelle, je suis désolé de le dire, beaucoup de gens prennent cette question comme ça. Si nous voulons repartir sous de nouvelles bases, si nous voulons construire, si vous voulez, une conscience patriotique, si vous voulez, le conscientisme africain, comme lui-même le préconisait, si nous voulons vraiment avoir dans cette nation des patriotes, ces patriotes doivent se référer à ses pères fondateurs. Ces pères fondateurs, c'est Lumumba, c'est Mpolo, c'est Okito. Pourquoi pas le musicien Kabasele Yampania, il y en a beaucoup. Malula. Donc, c'est ce qu'on appelle ça des patrimoines, c'est des héros. Le force pour que nous puissions projeter l'avenir. Moi, je crois qu'il ne faut pas faire un problème. Les modèles, le repère. Mais après Lumumba, Polo Okito, dont vous avez fait allusion, il y a aussi le rapatriement de Mobutu qui est aussi attendu. Par exemple, Mobutu qui a fait 32 ans. Je pense également, Mobutu a joué son rôle, le rôle fondamental, notamment sur l'unité nationale. Si le Congo, en dépit de toutes ces péripéties, la chaîne nationale n'arrive pas à être brisée parce que Mobutu a forgé ce symbolisme nationaliste puissant. Et je pense que dans la même lancée, je pense que le gouvernement également serait en train de penser pour voir comment rapatrier le corps de ces dignes fils qui a joué un rôle éminemment puissant dans la remise en place de l'espace Congo. Vous savez que, parce que nous parlerons certainement aussi sur des questions d'agression, vous savez, pendant le règne de Mobutu, le pays a joui, si vous voulez, d'une stabilité, d'une paix, je dirais, incroyable. Donc, je pense dans la même lignée, on doit aussi voir comment restituer, rapatrier son corps. Ça serait aussi important. Alors, madame, messieurs, je rappelle que nous recevons monsieur Hugues Israël Bouéné. Il est chercheur indépendant en relations internationales. Il est analyste politique. Deuxième sujet, monsieur Hugues, c'est les résolutions du 3e conclave des chefs d'État de l'Afrique de l'Est tenu à Nairobi sur la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. Des recommandations, notamment la fin des hostilités, le retrait immédiat de M23 et puis la mise en place d'une force régionale, hein, pour essayer de trouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle analyse vous faites de ces recommandations? D'abord ici, je vais partager avec vous un sentiment de tristesse et de regret. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez que lorsque un pays est respecté sur la scène internationale, on ne sera pas traité de cette manière-là. Je l'ai dit. C'est-à-dire quoi? Il ne fallait pas participer non, je ne suis pas en train de... Je ne fustige pas le fait qu'on ait pris part à cette activité, mais je regrette de la manière dont le chef d'État réunis dans ces conglomérats n'ont pas respecté la souveraineté de notre pays, la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous savez, madame, la Charte des Nations Unies préconise la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et au moment où nous parlons, le pays est agressé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire tout haut. Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. On va dire au vu, au su de tout le monde. Sous le silence complice de la communauté internationale. Personne n'en parle. On a fixé... Mais justement, la rencontre a été... je suis en train d'arriver. Lorsqu'on doit partir sous cette base-là, c'est un volet diplomatique, c'est bien.
Mais comment est-ce qu'on doit traiter l'affaire? Parce que Kagame était là, Museveni était là. Nulle part dans ces communiqués, si vous le lisez, parce que quand j'ai tenté d'entrer en contact avec le document, on nous dit à la première vue, puisque c'est les Kenyans qui sont commandants, le chef d'état-major kenyan, qui est le responsable, donc il est, on va dire, le coordonnateur comme ça militaire de forces de l'État d'Afrique de l'Est, qui a présenté la situation sécuritaire qui prévoit à l'Est du pays. Il a essayé un peu de tracer les tableaux. Nulle part, lorsque vous lisez ces communiqués, parce qu'ils préconisent la paix, ils disent qu'il faut régler le problème par des voies pacifiques. Mais nulle part, ils ont fustigé l'agression rwandaise. Mais le fait n'est pas insérer le Rwanda dans cette force régionale qui sera mise en place, ça ne suffit pas, ça ne démontre pas que mais vous pointer du doigt. Vous savez très bien, vous savez très bien que lorsque le Rwanda, admettons que le Rwanda ne figurerait pas militairement, parce que le déploiement des forces et cette force nécessite le moyen logistique et financier. Oui. Étant membre de cette organisation, vous devez savoir que le Rwanda, d'une manière ou d'une autre, contribuerait. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on s'arrête là, parce que vous savez que l'Ouganda, vous savez que j'ai fait un article il y a plusieurs années sur, j'appelle ça la pyramide, l'iceberg de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez dans l'iceberg, vous avez dans cette pyramide de l'iceberg, vous avez d'un côté le Rwanda et vous avez de l'autre côté l'Ouganda, ainsi que la communauté internationale qui se cache derrière. Lorsque vous parlez du Rwanda et vous mettez de côté l'Ouganda, c'est que jusque-là, nous restons encore dans le tâtonnement, dans l'imbroglio sur la question. Parce que c'est connu. La stratégie expansionniste, si pas la stratégie belliqueuse ou économique du Rwanda et de l'Ouganda, serait bien entendu celle qui voudrait qu'il n'y ait pas la paix dans cette partie de l'Est de la République démocratique. Mais l'Ouganda est en train de mener des opérations avec mais cette opération n'a pas donné des résultats escomptés, madame. Cette opération n'a pas donné des résultats escomptés. Si nous voulons, vous avez même dans ces pays la MONUSCO qui a fait plus de 20 ans. C'est l'armée et la force internationale de défense qui a échoué. Mais justement, et maintenant, on a tenté encore avec l'Ouganda, excusez-moi, on a tenté encore avec l'Ouganda, ça ne donne pas de fruits. Et nous voulons tenter encore avec la force régionale, c'est-à-dire, dans d'autres termes, nous voulons somaliser la partie est du pays, c'est-à-dire rendre cet espace non contrôlable par la République démocratique du Congo. Et c'est gravissime. Mais ce Israël, moi, ne sais pas que le chef d'État a mis ses agresseurs, comme vous les pointez du doigt, devant un fait accompli, devant leurs responsabilités, c'est-à-dire ils se sont réunis, on les dit voilà, il faut faire ça. Madame, dans les relations internationales, il se présente des doctrines. Il y a deux doctrines. La première doctrine, c'est celle qu'on appelle les réalistes. Les réalistes se démarquent par ce qu'on dit, la force de leur pays. Donc, ils disent que pour affronter les velléités belliqueuses, les tentatives expansionnistes des États, les réalistes, ils mettent plus de l'énergie dans la formation de l'armée, de la population, pour garantir, si vous voulez, pour préserver la paix, la défense et la sécurité de l'État. Donc, dans ces deux doctrines, l'autre doctrine, c'est le surréaliste. Le surréaliste, c'est un peu comme nous sommes dans cette posture de surréaliste, un État bébé, qui croit à la bonne foi de la communauté internationale. Donc, comme nous sommes là, nous ne pensons pas que nous-mêmes, nous serons en mesure de résoudre nos problèmes. C'est la raison pour laquelle nous faisons recours ou même confiance aux institutions internationales. Or, nous disons en relations internationales, le système international est anarchique. Pourquoi le système international est anarchique? Parce qu'il n'existe pas ce qu'on appelle une gouvernance mondiale. Dans cette anarchie, chaque État met en place des stratégies pour sa survie. Le Rwanda a mis en place, si vous voulez, sa stratégie de la survie en agressant le Congo, en faisant ce qu'il fait, parce que les États n'ont pas d'intérêt, pour sa survie en tant qu'État. Donc, à mon avis, au-delà des efforts qui peuvent venir de l'extérieur, de l'apport extérieur, c'est que nous devons faire, en amont,
je regrette ici, lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, nous tous on entendait qu'il faille procéder par des réformes structurelles et structurantes au niveau de l'armée. Parce que Félix-Antoine Tshisekedi, il vient de l'opposition. Cette opposition farouche au régime de Joseph Kabila. C'est là où je dis que dans ce pays, il y a un problème, de ce que j'appelle le problème de logiciel. On n'a pas l'intelligence stratégique. Et ici, je suis en train, laissez-moi ouvrir cette brèche que je vais fermer. Je suis en train de dire que le parti politique au Congo ont échoué. Parce que les partis politiques n'ont pas reçu, n'ont pas pu forger, si vous voulez, le sens même de leur mission. Vous savez que l'État repose sur les fondamentaux. Les fonctions régaliennes de l'État, c'est la sécurité, la défense. Et si nous avons, je ne sais pas combien de groupes rebelles, je ne sais pas combien de militaires rwandais qui sont derrière le M23, qui ont attaqué le Congo et nous sommes pas en mesure de riposter. C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire qu'on sous-estime notre armée en faisant recours à dans ce qui s'est passé, parce que je l'ai dit ici, vous devez le savoir que depuis un moment, Kagame pense que dans sa stratégie belliqueuse, il peut continuer à réguler, si vous voulez, le fonctionnement du système politique congolais par, si vous voulez, la multiplication de groupes armés. Parce que vous savez qu'il y aura un accord qui va être trouvé. C'est quasiment la même logique. Vous souvenez-vous en 98. Après 98, on a eu le RCD, on a eu le MLC. C'est toujours les Kagame et les Museveni qui étaient derrière. Parce que pour eux, la stratégie de réguler le fonctionnement politique du Congo, c'est qu'il faut toujours créer des crises. C'est ce qu'on appelle en théorie systémique la théorie des chaos. Ils mettent en place la théorie des chaos, c'est Karl Marx aussi qui le dit comme ça, et c'est eux-mêmes qui se présentent comme la solution sur ce qu'ils créent. Vous allez voir que le M23, si nous passons par cette voie pacifique, le M23 chercheront à intégrer le gouvernement. Soit le gouvernement provincial, soit le gouvernement national. C'est comme ça que Kagame va continuer à régenter, à contrôler, à réguler les systèmes politiques congolais. Vous le savez, nous l'avons dit ici. Et je crois qu'on doit à un moment, ici à mon avis, on va arriver à réfléchir froidement sur la question comment restructurer l'armée. Des solutions militaires. Je crois, nous l'avons dit, je l'ai dit peut-être sous d'autres antennes, c'est que la solution est triptyque sur la crise. Elle est diplomatique, elle est politique, elle est également militaire. Alors on commence d'abord par la pro-diplomatie. Dans la diplomatie, nous ne devons pas avoir l'approche attentiste. Nous devons être proactifs. C'est nous qui sommes agressés. C'est un peu comme vous êtes chez vous à la maison, un voleur vous surprend la nuit, et vous êtes en train de solliciter la bonne foi. Vous sollicitez la bonne foi du voleur, mais vous venez voler quand même, prenez quand même la télévision, s'il te plaît, laissez quand même mes enfants en paix. Vous criez sur le toit du monde. C'est ça le rôle de la diplomatie. Il faut crier sur le toit du monde pour faire voir être un peu plus agressif. Plus agressif. Et parce que nous disons que la communauté internationale, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils sont derrière le Rwanda. Ce qu'il faut faire, il faut que le Congo, c'est là où je parle de l'intelligence stratégique. Le mal du Congo, c'est que le Congo n'a pas ce qu'on appelle l'intelligence stratégique. Est-ce que nous avons un logiciel diplomatique qui pourra faire face aux enjeux? Il n'y a pas une intelligence stratégique. Les États fonctionnent avec des alliés stratégiques. Par rapport à tous ces yo-yo qui se passent, par exemple, maintenant, on pouvait bien entendu avoir un allié stratégique qui pourrait défendre notre cause au sein du Conseil de sécurité. Parce que vous savez, parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie n'emboîtent pas le pas de la France, de la Grande-Bretagne ainsi que des États-Unis. Donc il faut que nous définissions, vous voulez, les stratégies, les alliés stratégiques, que ce soit au niveau de la scène internationale, que ce soit au niveau régional. Même pas, si pas aussi au niveau de la sous-région. Je sais pas si je parlerai peut-être comme un peu comme on dit en Asie, les bébés tigres et les 4 dragons. Il faut qu'on arrive à un moment donné à forger la stratégie diplomatique. On peut avoir des alliés au niveau de la région et de la sous-région. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, la Zambie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas très proches de nos frontières. Ils sont proches de nous. Et c'est une communauté économique puissante, émergente. On peut définir une stratégie, avoir comme allié ces pays-là, et définir d'autres approches qui permettra à ce que, de temps en temps, nous puissions construire des interventions militaires dans le nom de la paix. En dépit, il ne faut pas oublier que les États sont de monstres forts, qu'il y a que des intérêts qui priment. C'est pourquoi j'étais en train de dire, madame, nous devons mettre en place, si vous voulez, un logiciel puissant. Le Congo occupe une position atypique dans le monde.
Nous sommes quasiment dans la même diapason que la Russie. Nous avons 9 voisins directs. C'est-à-dire, dans ces 9 voisins directs, nous n'aurons pas la paix. Mais comment est-ce que le Congolais qui habite dans cet espace, par rapport à nos richesses, vous savez que le Congo, on appelle ça l'espace vital en relation internationale. C'est aussi un espace de contournement, comme on dit. Nous sommes un espace de contournement. À partir du Congo, quelqu'un peut atteindre l'océan Atlantique directement, peut aussi rentrer par l'est du monde facilement. Donc, à partir de cela, c'est qu'au niveau du Congo, on devait forger ce qu'on appelle le logiciel. Au niveau de l'école, on devait former des Congolais qui occupent cet espace à être conscients de ces enjeux. Vous savez que nous avons 9 voisins, je l'ai dit ici, dans ces 9 voisins répartis par 3 langues différentes. Mais nous qui sommes dans ce pays, nous parlons que le français. Or, vous savez que dans les enjeux de défense, les populations, la population, même ça fait partie des éléments de puissance en relation internationale, la population joue un rôle majeur. Et si le pays a été agressé, vous savez qu'en Russie, par exemple, la quasi-majorité des Russes sont des agents de renseignement. Ça fait partie de la stratégie de défense pour protéger le pays. Donc, de l'est du Congo, c'est l'anglais, c'est le swahili, c'est le Kinyarwanda qui est parlé. Mais notre population qui habite dans cette partie, dans cette contrée, ne parle pas l'anglais, ne parle pas Kinyarwanda. Donc, comment on s'intègre dans la région? Quelle est la stratégie pour s'intégrer dans la région? Ici, nous parlons également de l'Angola, la partie ouest. L'Angola, c'est le portugais, c'est la zone lusophone. Mais le Congolais qui habite le Bas-Congo, dans le logiciel, c'est là où je dis que nous n'avons pas le logiciel, l'intelligence stratégique. Donc l'État congolais, 60 ans d'indépendance, n'a pas su mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence stratégique pour la survie de son espace de vie. Le peuple qui habite l'Angola, en frontière, qui partage la frontière avec l'Angola, ne parle même pas portugais. Admettons que nous sommes infiltrés de l'autre côté. Comment on le saura? Il y aura un problème de langue. Donc oui, on ne s'est pas intégré. Mais ce que vous le savez très bien, que c'est même Cheikh Anta Diop qui le dit dans son ouvrage, le fondement économique de l'État fédéral d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop préconise, il dit le Congo sera le rôle de l'Allemagne. Le Congo occupe une position stratégique dans le monde. Et cela nécessite à ce que le Congolais et ce qu'on appelle la mentalité de puissance. C'est pourquoi j'étais en train de dire, l'école doit formater le cerveau congolais pour que nous soyons en mesure de s'approprier de notre espace vital. C'est comme ça que ça va faire naître, si vous voulez, les sentiments patriotiques et la mentalité des guerriers. Alors, Monsieur Hugues Israël Mbouhen, dans tout ce que vous avez dit, nous comprenons que, selon vous, il n'y aura aucune solution qui peut ramener la paix à l'Est après ces assises de Nairobi. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura aucune solution, mais cette solution ne serait que, si vous voulez, je relativise en tout cas, ce ne sera pas une solution définitive à la paix. Parce que l'exemple que nous avons le plus épatant, c'est que la MONUSCO n'a pas su retourner la paix. Nous avons fonctionné avec l'Ouganda. On n'a pas toujours la paix. Alors il faut essayer avec d'ailleurs, c'est là où j'ai dit que ça va encore de plus en plus aggraver la situation. Pour nous, nous pensons. Pour nous, je pense. Je partage la conscience du chef de l'État par rapport à cela. C'est comme on dit, quand un père de famille fait souffrir à un enfant qui est malade, toutes les solutions sont bonnes. Je comprends son état d'esprit actuellement. Mais je pense que la bonne, c'est maintenant d'attaquer le volet de la restructuration de l'armée de façon urgente et de voir comment renforcer les mécanismes de défense afin que nos militaires aient tous les moyens qu'il faut pour faire face. Ce n'est pas l'autre ce n'est pas les autres qui nous donneront la solution à cette question. Et je voulais aussi également ici, parce que la bataille est aussi cathodique. Je n'ai pas évoqué cet aspect de la chose. La bataille, elle est cathodique. Le cathodique, c'est-à-dire, c'est au niveau de médias, ce qu'on appelle le soft power. Le Rwanda, si vous voulez, le Rwanda bénéficie de la compassion de la communauté internationale parce qu'il a surfé sur la grammaire de la Shoah, le génocide de Juifs
Vous savez que les Juifs ont été victimes de la politique nazie d'Hitler après la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé. Et ce qui a fait que le Rwanda, après le génocide rwandais, a forgé la compassion de la communauté internationale sur le génocide rwandais. Mais jusque-là, nous, au-delà de toutes ces stratégies, au-delà des solutions que nous préconisons, on ne travaille pas sur le soft power. On ne travaille pas sur, si vous voulez, la bataille catholique. Nous devons forger la conscience nationale à travers la grammaire du génocide congolais qui passe sous silence. Le Rwanda, c'était 800 000 morts. On a vu quand même les condamnations des communiqués de l'Union européenne, du Conseil de sécurité. Les condamnations, le Conseil de sécurité est resté ambigu et a demandé que nous puissions voir comment régler la situation à l'amiable. Ce n'était pas à la hauteur de nos attentes, madame. C'est même se moquer de nous. J'étais en train de dire, il faut que nous forgions, si vous voulez, la grammaire de la situation qui prévaut à l'Est. Nous devons écrire le narratif. J'attends le ministre de la Communication parler des narratifs. Ce narratif n'est pas encore écrit. Sur le génocide congolais qui passe sous silence, nous devons maintenant écrire la grammaire du génocide congolais. C'est à partir de ce moment, je crois qu'il y a des viviers, il y a des acteurs importants sur lesquels nous pouvons nous appuyer, entre autres Denis Mukwege, qui est le symbole de la résistance congolaise. C'est Denis Mukwege, nous pouvons l'utiliser, nous pouvons s'en servir pour forger ce que j'appelle la grammaire du génocide congolais. Parce qu'à l'école, on doit apprendre aux enfants que le pays est agressé, le pays est en guerre, et dans cette guerre, il y a eu plusieurs milliers de morts. Pour que les enfants qui naissent dès le bas âge, qui aient cette conscience-là, afin que le sentiment patriotique puisse naître dans le cœur, afin que ces enfants sachent désormais qu'ils ont en face des ennemis qu'ils doivent à tout prix combattre. Le narratif congolais n'est pas encore écrit par rapport à ces génocides. Et ce travail-là doit être fait. Et ça doit être fait maintenant. C'est ça même la raison pour laquelle le gouvernement est là. Nous devons forger les narratifs, notamment pourquoi pas célébrer les dates historiques. Lorsque le M23 prend par exemple une partie du Congo, ce sont des dates qu'on doit noter, on doit les dire aux enfants à l'école. Je rappelle ici la date du 6 juin, où le Rwanda avait pris, l'armée ougandaise et rwandaise se sont battus à Kisangani. C'est une date historique. Nous devons s'en saisir. On doit travailler pour forger, si vous voulez, la grammaire du génocide congolais qui passe sous silence. Alors, au-delà de tout, M. Hugues Israël Bouéné, vous croyez quand même que par tous les moyens, par toutes les voies, la partie est de la République démocratique du Congo finira par retrouver sa paix? Je le crois. Si je ne crois pas, je suis un pessimiste. Étant optimiste, je pense que d'une manière ou d'une autre, nous finirons par prendre possession de notre territoire. Nos pères, nos arrière-grands-pères se sont battus pour l'unité de ces pays. Et cette conscience doit nous animer, nous tous, pour la survie, la défense de cette patrie. Et je crois que nous en arriverons à ces prix-là. Voilà. Merci, M. Hugues Israël Bouéné, que je rappelle qu'il est chercheur indépendant en relations internationales, il est analyste politique, il fait son master sur les management publics à l'Université francophone de Bulgarie. C'est la fin de notre magazine. Merci madame, merci en tout cas pour l'occasion que vous m'avez accordée à partager avec mes compatriotes nos pensées, notre voix, notre son de cloche par rapport à la crise. Voilà, c'est la fin madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro, au revoir.